Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur vos chaînes bretonnes. Aujourd'hui, nous sommes à Arzon, dans le Morbihan, à l'extrémité de la presqu'île de Rhuys, et où nous vous proposons de découvrir un site mégalithique. Il s'agit du cairn du Petit Mont qui se trouve juste derrière moi. Alors pendant les vacances d'hiver, il y a tout un tas d'activités à faire, vous pouvez le découvrir. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais avant, place à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. L'importante è stare l'incidere la parte dentro sotto. Nous sommes bien en Bretagne, à Brest. Ce formateur de passage enseigne à ses apprentis bouchers bretons une recette italienne de lapin à la figue. Depuis 8 ans, le centre de formation des apprentis de Brest organise des échanges avec l'Italie. L'apprentissage en Italie se fait directement dans les magasins. Il n'existe pas en Italie d'école comme en France où l'on enseigne ces matières. Chaque année, 80 apprentis brestois partent à l'étranger grâce au fonds européen Erasmus+. Marie et Bérénice, apprentis en pâtisserie, ont découvert la culture grecque pendant 15 jours l'automne dernier. On a été accueillis là-bas donc, dans des entreprises grecques pour pouvoir développer un petit peu nos techniques professionnelles, découvrir des nouvelles spécialités. On a rencontré des Syriens aussi, des réfugiés, donc on a été faire la visite de leur camp. On a fait des ateliers culinaires avec eux, donc on a pu leur apprendre des recettes françaises, ils nous ont appris des recettes syriennes. C'était très, très enrichissant. Après l'obtention de leur brevet professionnel, Bérénice et Marie partiront pendant 6 mois en Italie pour compléter leur formation. Avec 41 000 jeunes participants au programme Erasmus+, en 2016, la France était le premier pays de l'Union pour les échanges internationaux des apprentis. Le changement le plus radical est pour ceux qui choisissent l'option de partir 6 mois. Lorsqu'ils reviennent, ce sont des jeunes qui sont réellement transformés, à la fois en termes d'autonomie, en termes de qualification professionnelle, en termes d'ouverture d'esprit. Ces apprentis touchent en moyenne 1 200 € d'aide par mois pendant leur séjour à l'étranger. De retour en France, ils abordent le marché du travail avec un réel avantage. Les dessinateurs bretons à l'abordage de la capitale de Cornouailles. En vue du festival Peinard BD, des illustrations originales de pirates s'exposent dans le hall de la mairie de Quimper. L'univers des pirates, c'est l'enfance. On y pense avec toutes les lectures de l'île au trésor, etc. Ou les Macorlan qui se passaient sur Brest ou sur Ouessant, que ce soit l'auberge des bons chiens jaunes ou l'encre de miséricorde, par exemple. Tout comme la revue annuelle Casier, qui permet de mettre un coup de projecteur sur le travail des dessinateurs et auteurs de BD brestois, cette expo est une expérience. C'est un laboratoire pour tester des nouvelles images dans un thème différent. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément dans la bande dessinée. Et puis là, on teste quelque chose d'un peu plus artistique. L'avantage, c'est que l'on voit les techniques des différents dessinateurs. On voit que dans le groupe Casier, c'est très riche. Tout le monde a des techniques différentes. Nous, ça nous permet d'échanger justement nos différentes techniques et puis d'essayer la technique du copain, essayer de faire quelque chose de similaire ou non. Une mise en bouche avant le festival Peinard BD qui aura lieu le 3 mars prochain au Parc des Expos de Quimper. C'est l'occasion de faire sur le Finistère peut-être une synergie des idées, des bonnes idées autour de la bande dessinée. Voilà, une belle occasion d'associer Brest et Quimper sur un même projet, la bande dessinée. Pirates, une exposition à découvrir entre Moussaillon jusqu'au 1er mars prochain. Les policiers du Morbihan sont à bout, comme le dénonce ce mardi le syndicat majoritaire SGP Police FO. Samedi dernier, le rassemblement régional des Gilets jaunes à Lorient a révélé le manque de moyens matériels et de formation. Les images du commissariat totalement barricadé seraient un aveu de faiblesse selon le syndicat. Il dénonce aussi l'absence de véritable réponse judiciaire. Une trentaine d'opposants se sont introduits sur le site de la centrale à gaz de Landivisiau ce mardi. Un moyen de protester contre la pause dans la nuit de clôture tout autour du chantier. Les militants qui s'opposent à la construction de la centrale occupent quotidiennement le terrain. Ils sont dans l'attente de 3 recours non suspensifs examinés ce mercredi par le Conseil d'État. La décision finale sera connue dans les prochaines semaines.
Encore un élu marcheur breton visé par des dégradations. Le député brestois Jean-Charles Larsonneur vient de porter plainte après la découverte lundi d'un tas d'immondices jetés devant la porte de sa permanence. Déjà le week-end dernier, à Calanel, dans les Côtes-d'Armor, la mairie et la maison du maire ont été taguées. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, d'autres députés ont été visés comme Richard Ferrand, Didier Legac, Éric Botorel et Hervé Berville. Nathalie Appéré, l'édile de Rennes, vient d'être élue deuxième meilleure maire du monde, rien que ça, par City Myers, juste derrière la mer d'Ancôme en Italie. Séduit par le principe du budget participatif, ce think tank vante une écologiste engagée, je cite, « des louanges qui vont donner le sourire aux élus Europe Écologie Les Verts, eux qui ont milité pour la mise en place de ce fameux budget participatif ». Pas de miracle pour l'église de Morgat dans le Finistère. La déconstruction de l'édifice a débuté cette semaine, suscitant une vive émotion dans la presqu'île. Même si elle garde fière allure de l'extérieur, l'église s'enfonce inexorablement dans le sol. Sa démolition devenait inévitable pour des raisons de sécurité. Et nous sommes de retour à Arzon sur le site du cairn du Petit Mont avec Aurélie Giard. Bonjour. Bonjour. Aurélie, vous êtes responsable de ce site. Expliquez-nous déjà un cairn, qu'est-ce que c'est, quelle est sa fonction ? Alors un cairn, comme vous voyez, ça ressemble à une grosse masse de pierre. C'est une architecture de pierre sèche qui là renferme un dolmen, enfin même 2 dolmens, donc qui sont des chambres funéraires. Ces dolmens ont pour vocation en fait d'être des tombes collectives, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs corps, plusieurs personnes, qu'on peut réouvrir, contrairement au tumulus qui lui ressemble également à un gros tas de pierres ou de terre, mais dans lequel on peut mettre une seule personne. Et donc nous sommes sur un site bien particulier, à la pointe de la presqu'île de Rhuys, à 36 mètres de haut. C'est un site qui a connu des évolutions à travers l'histoire. Lesquelles et quel rôle il a joué au fur et à mesure ? Alors c'est un site qui effectivement a connu beaucoup d'évolutions puisqu'il date déjà du néolithique. Il a été construit il y a plus de 6000 ans, au moins 4600 avant Jésus-Christ. Petit à petit, un cairn puis un deuxième sont venus s'ajouter à la construction initiale. Ensuite, le site a été réutilisé sous l'époque gallo-romaine. Et puis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été utilisé à ces différentes périodes parce que justement c'est un emplacement stratégique. Au néolithique, c'est un emplacement stratégique parce qu'il peut être vu des autres sites qu'on voit au loin et également parce que, comme vous le voyez tout autour, on voit la mer, on peut diriger des batailles navales et on peut aussi diriger des batailles terrestres comme ça a été le cas durant le mur de l'Atlantique. Est-ce qu'on découvre encore des choses aujourd'hui sur l'histoire de ce site ? Est-ce qu'il est encore en perpétuelle évolution ? Alors c'est un site qui, comme beaucoup de sites mégalithiques, recèle encore un grand nombre de mystères parce que on a des dalles gravées à l'intérieur. Les néolithiques nous ont laissé une trace de leur passage. En revanche, on ne connaît pas la signification de toutes ces dalles, de toutes ces gravures. Les archéologues y travaillent. Il y a énormément de choses que ces sites nous racontent, mais ils ne peuvent pas tout nous dire. Également parce que en Bretagne, le sol granitique est très acide et on n'a pas pu retrouver d'ossements. Et donc, sans les ossements, c'est difficile de pouvoir remonter la trace des premières sociétés. On peut la remonter à travers les objets, mais malheureusement, on ne saura pas tout. Il y a également des zones qui n'ont pas été fouillées, qui ont certainement encore d'autres mystères qu'on laissera pour les générations futures. Alors, les générations futures, c'est celles d'aujourd'hui, de demain aussi. Pour les enfants, il y a plein d'ateliers pendant les vacances. Dites-nous un petit peu ce qu'ils peuvent venir découvrir sur ce cairn du Petit Mont. Alors, ils peuvent découvrir plein de choses. Déjà, le cairn en tant que tel et l'histoire que le site nous raconte. Les guides sont là pour leur raconter. Ils peuvent découvrir aussi une exposition qui est à l'intérieur du site, du monument, qui raconte, elle, l'histoire du Morbihan et qui reprend justement les différentes périodes d'occupation du cairn de Petit Mont. On l'a dit, la préhistoire, le néolithique, l'Antiquité, l'époque gallo-romaine, mais également la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons également des ateliers sur le thème de la parure, de la poterie, de la musique. Ce qui est important de savoir, c'est que quand un enfant participe à un atelier, il repart avec sa création.
Donc, et il apprend en faisant, en posant des questions. Il y a une médiatrice qui est là pour leur apprendre plein de choses et les enfants sont très très curieux, très demandeurs. Et de quoi découvrir un peu plus les mystères de ce cairn. Et donc c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 17h30. À 17h30. Jusqu'au 10 mars, c'est ça? C'est ça, jusqu'au 10 mars. Merci beaucoup Aurélie Giard. De rien. Pour plus d'informations, on peut aller sur le site cairnpetitmont.com, c'est ça? C'est ça, merci à vous, au revoir.